en juillet de touristes, de gens qui sont passés dans Ben Gurion, c'est-à-dire des deux côtés, oui. C'était 2,5 millions au mois de juillet 2019. Au mois de juillet 2020, 64 000. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste. Dans notre studio, comme chaque mercredi, nous allons parler ensemble d'économie, mais en particulier, nous allons essayer de nous focaliser au début de cette discussion sur la crise économique liée au coronavirus et parler tout d'abord des impôts, du bilan des impôts, de la Banque d'Israël, en particulier, quels sont les impacts dans les secteurs qui ont été touchés sur, on va dire, la collecte d'impôts. Oui, c'est ça. Hier, le service des impôts, Reshut HaMissim, a publié un bilan suivant les déclarations qu'ont fait les indépendants et les entreprises à la TVA au mois de juin et de juillet. Oui. Alors, on peut imaginer qu'il y a une baisse très sensible. Alors, c'est moi qui pose la question aujourd'hui. La première question que je vous demande, à votre avis, sans voir les impôts, si je vous demandais qui est-ce qui a pris le plus les indépendants, les entreprises les plus touchées, les grosses ou les petites? Apparemment, les petites. Exact. C'est pas besoin des impôts pour ça, oui. Mais comme ça. Ils disent comme ça. Les petites, c'est-à-dire jusqu'à 300 000 shekels par an de chiffre d'affaires et autres, ils ont été touchés jusqu'à 34%. Ça veut dire, quand on dit touché, ça veut dire qu'ils ont payé moins d'impôts. Moins de TVA. De TVA, je parle des TVA. Ah, c'est TVA seulement. Okay. Et donc, il y a deux choses. Vous savez, dans les impôts, il y a une fois par an, on donne ce qu'on appelle le Dorshnati annuel, rapport annuel. Et à part ça, tous les 2 mois, ou des fois des mois, ça dépend combien votre chiffre d'affaires, vous devez donner de l'argent à la TVA, qui est le rapport entre les indépendants, les entreprises, entre ce qu'ils ont eu comme recettes et ce qu'ils ont eu comme dépenses, les choses qui sont bien sûr passibles de TVA des deux côtés. Et là-dessus, on a une première indication de savoir où ça va. Okay. Et donc, ils ont dit ça, et ils ont dit, la première chose qu'ils ont dit, donc, c'est les petites entreprises ont pris 34%, les grosses que jusqu'à 7%. Maintenant, à part ça, ils ont fait votre question par secteur, ça ne va pas non plus vous étonner. Le seul secteur qui augmente bien, c'est le secteur ce qu'on appelle Meda et Tikchoret, c'est-à-dire tout ce qui est digital, tout ce qui est communication, n'a pas été touché, au contraire a augmenté de 4%. Oui. Mais par contre, le tourisme, on va en parler à la fin de la chronique, il y a des grands problèmes aussi variés, et aussi même ce qu'on appelle Irwar Feochel, c'est-à-dire tout ce qui est tous les événementiels, et même apparemment les restaurants, les choses comme ça, ça remonte très très peu, quoi, quand ça remonte. Et donc c'est des choses qui... c'est-à-dire c'est pas surprenant en tant que tel. Ce qui est peut-être dramatique et problématique, c'est que ça ne remonte pas. C'est-à-dire que on est encore dans une phase où on est aujourd'hui en mois d'août, c'est-à-dire plus de 5 mois après le début de l'épidémie, et ça ne remonte pas. Justement, la Banque d'Israël, parallèlement à ça, hier, sûrement ces deux institutions savaient qu'aujourd'hui on en parlerait à notre chronique de leur rapport, ils ont dit qu'ils sont très inquiets. Ils disent comme ça, la Banque d'Israël dit, il n'y a pas assez d'aide de l'État à l'économie. Ils ont fait un calcul, ils ont dit ça représente 3,5% du produit intérieur brut. Oui, c'est ce qu'a dit le gouverneur de la Banque d'Israël. C'est ce que je viens de dire, oui. Donc c'est un rapport de la Banque d'Israël. Et il a fait une comparaison mondiale, il dit on est le dernier. Maintenant, le ministère des Finances a rétorqué que c'est faux, que les chiffres qui ont été donnés par la Banque d'Israël à ce niveau des aides sont des chiffres qui sont, d'après leurs calculs, c'est pas vrai, c'est 13% et pas 3%. Ils ont même dit, on espère que la Banque d'Israël, lorsqu'elle publie des chiffres, et quand elle décide du taux d'intérêt, est plus professionnelle que lorsqu'elle diffuse ces chiffres-là. On voit que c'est pas, on voit qu'il y a une petite, qu'il y a eu des pics, il y a un petit torchon qui brûle entre les deux institutions. Quelle est la vérité? C'est très simple. La Banque d'Israël, elle a parlé des mesures qui ont été prises jusqu'à fin juin, c'est-à-dire son rapport est un rapport semestriel sur le 30 juin 2020, et le ministère des Finances parle des choses qui ont été faites en juillet et en août, avec une perspective même sur 2021
Donc voilà pourquoi les chiffres sont différents. Donc ça veut dire que c'est encourageant. Comme j'ai dit la semaine dernière, et moi je dirais la même chose pour la Banque d'Israël et pour le ministère des Finances. On en a parlé souvent ici. Ils ont été très lents à la détente. Oui. Il y a eu des problèmes bureaucratiques. Ils n'ont pas été conscients du problème qu'il y avait, et c'est pour ça que la crise touche plus Israël que d'autres pays, elle a plus de mal à revenir. Mais maintenant, depuis que ça s'est passé, la Banque d'Israël, par son intervention sur les marchés financiers, par son action sur les taux d'intérêt, et le ministère des Finances, par toutes les mesures dont nous avons parlé ici, fait en sorte que maintenant, la situation est meilleure. Maintenant, la Banque d'Israël est aussi extrêmement pessimiste sur les prochains mois en disant, s'il y a une deuxième vague, tout le monde parle peut-être de la seconde vague de Covid, s'il y a, elle a dit, j'ai peur pour la stabilité financière en Israël. Et donc, ça aussi, je pense que le ministère des Finances n'a pas aimé. Maintenant, lui, il dit, en tant qu'organisme scientifique, je suis obligé de le dire, mais je crois que personne n'en sait rien du tout de comment ça va évoluer dans les prochains mois, d'abord sanitaire et donc économique, et il faudra suivre ça de près. C'est pour ça que nous sommes là toutes les semaines. Alors, on va parler, vous parliez des vacances et du tourisme. Alors, où on en est, si on dresse une comparaison en pleine grande vacances entre ce qu'il y avait au mois entre au mois d'août et de juillet d'août 2019 et cette année, quels sont les moyens de comparaison que l'on a et quelles sont les comparaisons que l'on peut faire? Oui, d'abord, je ne vais pas vous étonner non plus, le nombre en juillet de touristes, de gens qui sont passés dans Ben Gurion, c'est-à-dire des deux côtés. Oui. C'était 2,5 millions au mois de juillet 2019. Au mois de juillet 2020, 64 000. Ah. Donc, c'est évident, c'est 97%, 95% même du 64 000, trafic. C'est même surprenant, je pensais beaucoup moins, mais enfin... Oui, mais c'est quand même à moi, hein. Faut pas. Ouais. Ça veut dire, vous savez, il y a des Olim qui sont venus, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Ouais. Et donc, il y a de toute façon un petit peu, mais ça marque tout. Maintenant, ce que les chiffres montrent, c'est la chose suivante. Je parle surtout des gens qui n'ont pas encore décidé quand ils vont prendre leurs vacances en août, c'est qu'il y a une grande différence de prix. Qu'est-ce qui se passe? Les Israéliens qui d'habitude partaient en Grèce, à Chypre, en Europe ou aux États-Unis, ils vont retrouver un peu de Hutzlaharet, un peu de l'extérieur ici. Où est-ce qu'ils vont aller? À Eilat. Et à Eilat, les prix sont de 50% supérieurs à ce qu'ils étaient l'année dernière. C'est incroyable. Ah oui? Moi, j'ai vu les prix et pour... par exemple, fin août, qui est un des plus cités dans des grands hôtels, ils parlent de 5 000 shekels pour 2 jours, demi-pension, une famille avec 2 enfants, ce qui est énorme. Ça, c'est Eilat. Maintenant, de l'autre côté, dans beaucoup d'endroits, les prix ont énormément baissé. Par exemple, Tveria ou Jérusalem ou Tel Aviv, les prix ont baissé de 25% par rapport à l'année dernière. C'est la moitié des prix qu'on a pour Eilat. Donc ça, c'est important à dire. Une deuxième chose qu'il faut dire que malheureusement, à part Eilat, dans beaucoup d'endroits, Jérusalem, Tel Aviv ou autres, 50% des hôtels sont restés fermés. Oui. Et dans les hôtels qui sont ouverts, il n'y a que 40% de ce qu'on appelle Foussa, c'est-à-dire 40%, il n'est occupé qu'à 40%. Donc c'est des chiffres qui sont assez dur pour l'ensemble du pays, et sauf, comme je dis, pour Eilat et aussi pour la mer Morte, où là-bas c'est bon. Donc je conseille à ceux qui n'ont pas encore pris des vacances, s'ils ont justement ces périodes de crise, s'ils veulent d'abord aider les hôteliers qui ont plus de mal, qu'ils n'aillent pas à Eilat ou dans la mer Morte, mais qu'ils aillent d'autres endroits, ils auront sûrement des très très bons dilim, comme on dit ici, mieux que dans des villes plus recherchées. Alors, une autre question, dans un autre secteur, et ça, vous allez nous expliquer ce phénomène, on a constaté depuis le début de la crise que l'or, le prix de l'or avait augmenté. C'est également vrai pour l'argent, vous m'expliquiez hors antenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est cela et pourquoi, à votre avis, ça va continuer à grimper l'or ? D'ailleurs, quand on parle de l'argent, du prix de l'argent, de la matière d'argent, une toute petite remarque, point de vue religieux, ça a des impacts énormes lorsque vous prenez par exemple le maaser, oui. Des gens qui prennent, parce que c'est sûr, c'est basé sur le métal d'argent. Il faut savoir qu'en quelques jours, ça a augmenté de 20% ou 27%, donc il faut bien suivre ça. Et aussi, ça arrive moins souvent aux gens lorsqu'ils doivent faire ce qu'on appelle le rachat d'un enfant, ça pidyon aben en hébreu, c'est aussi indexé sur le prix de l'argent, donc il faut suivre ça. Concernant maintenant, c'est très très intéressant, l'or.
est arrivé, il y a quelques jours de ça, à $2,000 l'once. Et c'est en dollars qu'il est fixé, et ça n'a jamais arrivé historiquement. Et les gens commencent à se demander pourquoi c'est arrivé les choses suivantes. Normalement, l'or augmente lorsque les marchés financiers baissent. Or, les marchés financiers, la bourse, dans le monde entier, montent. Donc, c'est pas sa raison. Lorsqu'il y a inflation, dans tous les pays, il y a déflation. Donc, ça explique pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, une des raisons qui est, pendant la période du confinement, lorsque vous êtes venu à Kalita dans les studios travailler, il y a des gens qui ont été confinés, qui sont pas dans le monde entier, qui n'ont pas bougé de leur appartement. Et il y en a qui s'ennuyaient, il y en a qui ont écrit des livres, dans toutes sortes de livres, puis il y en a qui ont utilisé leur ordinateur pour acheter des choses, c'est-à-dire pour acheter ou dans la bourse ou pour acheter de l'or. Et donc, les vieux, surtout les gens qui étaient âgés, devant la crainte l'angoisse de ne pas savoir ce qu'il allait avec, ils se sont dit, bon, on va acheter de l'or dans le monde entier. Et donc, ça a aussi été une des raisons pour lesquelles l'or est monté très fortement ces derniers temps. Les jeunes ont acheté du Bitcoin et les vieux ont acheté de l'or. C'est premièrement une chose qui s'est passée. Deuxième chose qu'il faut savoir, par exemple, dans des pays comme Abu Dhabi, vous avez des petites machines, des automates, où vous mettez un petit peu d'argent, vous voyez tout de suite quel est le prix de l'or, et la machine automate vous donne des petites pièces d'or. Donc, il y a des pays, surtout des pays où des gens ont de l'argent, qui achètent de l'or comme ça pour thésauriser, et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui existe aussi maintenant. La chose la plus importante qu'on dit, ceux qui achètent de l'or, ce sont les grandes banques centrales de tous les pays, surtout la Russie et la Chine, et c'est eux qui font en gros monter les prix de l'or parce qu'ils considèrent que, comme à l'époque, jusqu'en 1970, les monnaies étaient reliées à l'or, pour eux, c'est quelque chose, s'il y a quelque chose qui se passe, on a de toute façon de l'or. L'or a comme intérêt de ne pas, à part de plaire aux femmes pour les bijoux, il a surtout un intérêt d'être limité. Et une matière qui est limitée pour un de l'offre à la demande, en généralement, peut ne pas baisser. Bien que, encore une fois, je rappelle que le prix de l'or a baissé pendant quelques années de 50%. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement spéculatif. Je pense que dans tout portefeuille, il doit y avoir de l'or, mais il faut, comme on dit, comme la Gemara le dit aussi, un peu ça, un peu ça. Donc, voir un peu c'est quelque chose qui peut monter aussi, beaucoup baisser, mais il faut analyser et voir chaque fois les raisons pour lesquelles il monte ou il descend et en avoir modérément. C'est pas la panacée de tout. Alors, dernier point que dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le ministère des Télécommunications qui a décidé de prendre des mesures pour justement éviter, et ça c'est un phénomène que beaucoup de gens connaissent, y compris votre serviteur, que des contribuables aient à payer par 2 fois le même service Internet. C'est-à-dire, je sais que beaucoup d'Israéliens se mélangent entre le fournisseur, celui qui fournit l'infrastructure, et celui chez qui on s'abonne. Expliquez-nous. Oui, le ministère de la Communication s'est rendu compte c'est pas seulement vous, même moi ou d'autres personnes qui ont pu payer 2 fois à une même compagnie d'Internet pour le même service. Il y en a de ça 200 000. Il y a 200 000 au moins qui sont recensés. Ils pensent que même c'est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous changez souvent d'un opérateur à l'autre parce que la concurrence est féroce dans ce domaine-là, les anciennes compagnies où vous étiez abonné ne vous coupent pas automatiquement. Et donc, vous continuez à payer un abonnement de plusieurs dizaines de shekels, 20, 30, ça dépend, pour rien du tout parce que ce service vous est donné par une autre entreprise maintenant. Et donc, le ministère des Finances, pour éviter cette double imposition et de faire perdre de l'argent aux consommateurs, a décidé 3 mesures. Premièrement, automatiquement, maintenant, lorsque un consommateur, à partir d'aujourd'hui, va passer d'une compagnie à l'autre, automatiquement, l'ancienne compagnie devra le Natek Auto, c'est-à-dire devra débrancher et ne plus le faire payer son abonnement. Pas lui demander. Très bien. Pour les anciens consommateurs,
ceux qui savent vont recevoir bientôt un coup de téléphone de la compagnie qui voit qu'il y a quelque chose, il y a un abonnement qui est bizarre, qui reste, mais à qui la société ne demande pas de service, en lui disant, tu sais que tu continues à me payer tant et tant de shekels par mois depuis plusieurs années, et je sais que tu n'utilises pas mes services. Veux-tu vraiment continuer à me donner de l'argent pour rien ou revenir chez moi? Et donc, ça permettra aux gens de vérifier effectivement si vraiment ils veulent payer 20 ou 30 shekels pour rien en ce moment. Ça, c'est la deuxième chose. Une troisième chose qui est très, très importante aussi, je pense, ils vont publier ce qu'on appelle un indice des services. Ah oui. C'est-à-dire, chaque société Internet va être notée et ça va être publié dans la presse, savoir si telle entreprise a un bon service de clientèle, si elle est fidèle, si on peut avoir confiance en elle, si on n'attend pas trop au téléphone, enfin plein de critères qui sont donnés par le ministère des Communications et qui nous permettront à nous, consommateurs, de bien consommer ce service, de payer le moins et d'avoir le meilleur service. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour cette chronique économique très complète ce matin comme chaque mercredi matin. Merci d'avoir été avec nous, d'être venu dans notre studio.